soir, on va continuer à travailler sur la coopération et on va aborder la suite et la fin de ce chapitre euh, qui clôture la partie sur pourquoi est-ce qu'on organise des séminaires. Voilà, donc juste pour reprendre notre fil, cette partie, elle permet de parcourir trois grands enjeux. Ces trois enjeux que moi je rencontre fréquemment. Ça n'est pas exhaustif. Hein, comment développer la confiance, partager une vision et renforcer la coopération. Donc là, on est sur la coopération. Et à partir du prochain book club, on va entrer dans un long chapitre sur comment construire un séminaire. Donc, avec la partie architecture, l'utilisation du flux, etc., etc. Voilà. Bonjour à tous. Donc, bonsoir Pierre, bienvenue. Donc, Excusez-moi je de vais mon faire comme retard. d'habitude. Il n'y a pas de problème. Je vais faire comme d'habitude. Je vais vous partager mon écran. Alors, de façon à commencer par vous lire. Tac, voilà. Excuse-moi, Thibaut, j'ai une question là. Du coup, il y a l'enregistrement qui est en cours. J'ai l'impression que c'est moi qui ai la main là-dessus. Je, Non, je non, laisse donc. ne t'inquiète pas. C'est bon? Tu le laisses, oui, oui. Oui, Ok. oui, c'est bon. Alors, voilà, donc la dernière fois, on a parlé de la coopération, la dimension, voilà, les deux aspects de la coopération pour travailler la coopération, l'aspect relationnel ou plutôt l'aspect développé, l'aspect plutôt fonctionnel, hein, c'est-à-dire, vous voyez, je vous avais parlé de ça, développer les coopératives des individus, c'est pas ça dont on parle nous, ou augmenter la compréhension du système que constitue le collectif, et c'est là-dessus qu'on bosse en fait. Et la dernière fois, et vous pourrez le voir dans le replay si vous ne l'avez pas vu, on avait travaillé sur le premier levier. Alors attendez, je vais tous vous mettre en muet parce que j'ai un petit peu des échos. On avait travaillé sur le premier levier qui s'intitule Bien comprendre ses partenaires. Et je vous avais fait ce schéma-là en disant, au fond, c'est un peu comme on a un peu différents niveaux de puissance pour travailler sur la coopération. Le niveau 1, c'est bien comprendre ses partenaires. OK, et ça, on en a parlé. Et je vous ai donné un exemple la dernière fois en vidéo. Voilà. Le niveau 2, c'est clarifier les contrats d'interface. Et on va en parler dans un instant. Voilà. Et évidemment, il faut avoir fait le niveau 1 pour faire le niveau 2, puisque si je n'ai pas bien compris ce que font mes partenaires, ça ne sert pas à grand-chose de travailler sur nos interfaces, ce qui nous relie, ce dont on a besoin l'un de l'autre pour bien travailler. Et puis enfin, le niveau 3, c'est développer un regard systémique. Voilà. Si vous avez des questions, en fait, c'est toujours possible de les poser dans le fil de conversation plutôt que de m'interrompre à l'oral, mais plutôt de le faire dans converser. Si vous avez des questions, je regarderai de temps en temps. Alors, voilà, donc on a 2 pages à voir. Je vais faire comme d'habitude, c'est-à-dire lire un peu, surligner, commenter. Voilà, donc le niveau 2, clarifier les contrats d'interface. Donc évidemment, il faut avoir mis en œuvre le premier, bien comprendre ses partenaires. Et donc, ce niveau 2 consiste à amener chacun à regarder ce qui se passe entre les partenaires, c'est-à-dire aux interfaces, d'où le terme clarifier les contrats d'interface. Est-ce que les échanges, ce qu'on s'échange en fait, sont efficaces? Est-ce que chacun reçoit de ses partenaires ce dont il a besoin pour tenir son rôle? Et notamment, donner l'opportunité à chacun dans le séminaire de réfléchir aux interfaces qui le concernent, pas à l'ensemble des interfaces, mais aux interfaces qui le concernent. Analyser les interfaces, ça consiste d'abord à expliciter les attentes qu'on a les uns vis-à-vis des autres et évaluer dans quelle mesure les autres répondent aux attentes qu'on a. OK? Et en général, le réflexe pour faire ça, c'est de demander à chacun de dire, bah voilà, qu'est-ce que vous attendez des autres? C'est ce que j'ai appelé le mode ici assez classique. Voilà, donc réfléchissez, qu'est-ce que vous attendez des autres? Et puis dans quelle mesure vous êtes satisfait par rapport à ce que vous attendez des autres? Mais moi, j'ai vraiment une préférence assez forte pour amener les participants à se décentrer. Donc ça fait référence à un ingrédient, je ne sais plus combien. Je ne connais pas les numéros des ingrédients par cœur. Donc dans le bouquin, vous avez un ingrédient qui s'appelle se décentrer. OK. En quoi ça consiste, se décentrer? Eh ben, ça consiste à faire ce mouvement. Voilà. C'est-à-dire là, moi je suis là. OK. Et donc je suis capable de dire ce que j'attends des autres.
général, c'est pas très compliqué pour moi. Ben voilà, moi, de toi, j'attends. Donc je suis A, de toi, B. Voilà, j'attends ça. Et se décentrer, c'est arrêter de penser à ce que moi j'attends de B, mais plutôt me dire, tiens, si je quitte mes chaussures et que j'essaye, hop là, je vais là à la place de B et je m'intéresse à ce que B attend de moi. Alors, qu'est-ce que je pense que B attend de moi? Qu'est-ce que je pense que B attend de moi? OK? Et donc, au fond, on pourrait mettre une bulle, vous voyez? C'est-à-dire, moi, je suis A, donc c'est A, B, vous voyez? Et je me dis, je suis A, et je réfléchis à qu'est-ce que je pense? Hop, je mets une bulle, elle n'est pas très jolie. A réfléchit à qu'est-ce qu'il pense que B attend de lui. Ce que je pense qu'un tel attend de moi est ce que j'imagine être son niveau de satisfaction sur chacune de ses attentes. Cette analyse sera ensuite présentée au partenaire qui ajustera, voire corrigera franchement la perception que j'ai, moi, de ses attentes vis-à-vis de moi, de ses attentes à lui vis-à-vis de moi. Cet exercice est très intéressant, il permet de se rendre compte de ces angles morts, de réaliser qu'on ne sait pas grand-chose de ce que les autres attendent de nous et que souvent on fait fausse route. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est un exercice que j'ai pratiqué plusieurs fois dans différentes modalités, modalité grand nombre, modalité petit nombre, etc. En fait, on se rend compte que parfois, on surévalue les attentes, c'est-à-dire que je pense qu'il attend énormément de choses sur tel registre, en fait, et qu'il est assez insatisfait de ma prestation. Et en fait, je me mets la rate au courbouillon pour rien. Ou à l'inverse, je pense qu'il attend rien sur tel sujet, alors qu'au contraire, il attend beaucoup de choses. Donc en fait, on se rend compte que les attentes réciproques, c'est pas un sujet sur lequel, enfin moi je me rends compte plus exactement, c'est pas un sujet sur lequel finalement on a une vision toujours très claire. Donc en fait, l'idée, c'est tout simplement d'expliciter, de rendre les choses plus explicites dans les relations de travail. Pas totalement explicites, mais plus explicites. Si on progresse un peu dans la compréhension des attentes qu'on a les uns des autres, on fait de grands pas en matière de coopération. Okay, il ne s'agit pas de contractualiser les relations de travail, il s'agit de mieux comprendre les attentes réciproques. Il ne s'agit pas de les contractualiser, mais de mieux les comprendre. C'est pas écrit, on n'a pas écrit ici contractualiser les interfaces. On va clarifier les contrats d'interface, on va les rendre plus explicites. Mettre mettre sur la table un regard sur les interfaces. Dans une approche fonctionnelle et non psychologisante. Pourquoi je dis ça? C'est un peu un de mes dadas. Hein. Le sujet, c'est pas de dire tu sais pas exprimer les demandes ou alors tu es un tyran relationnel, même s'il peut y avoir des tyrans relationnels. Mais c'est d'abord de se dire on va faire l'hypothèse qu'on ne s'est pas bien compris. Quoi. Donc déjà, si on travaille sur le fait qu'on ne s'est pas bien compris, qu'on essaie de mieux se comprendre, il y a peut-être des fantasmes sur les personnalités déviantes des autres qui vont tomber. Juste refaire le constat qu'on ne s'est pas très bien compris. Voilà, ça fonctionne dans pas mal de cas, dans la plupart des cas quand les relations sont suffisamment saines. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de relations malsaines. Voilà. Parfois, on a des difficultés plus relationnelles. Parfois, on a même des endroits où c'est vraiment enquisté. Il y a vraiment des problèmes. Et finalement, c'est assez minime, moi, de mon expérience. Je rencontre peu de gens, au fond, dans les organisations qui ont de telles pathologies que le système n'arrive pas à s'autoréguler. Donc, parfois, il faut réguler, voire dans certains cas, si c'est vraiment très détérioré, faire de la médiation. Mais ce n'est pas un sujet que j'aborde ici. Donc, si je suis plus conscient des contextes et des besoins de mes partenaires, eh bien, il y a des chances pour que ça améliore la coopération, voilà, et que je rentre du coup dans une logique plus transversale. Ensuite, donc là, vous avez bien compris, je suis centré sur moi, les interfaces que j'ai avec mes partenaires, et on clarifie, on travaille là-dessus. Moi, je vous ai présenté une approche décentrée. Il peut y en avoir d'autres, mais au fond, on s'intéresse à nos interfaces et à ce qu'on échange. Et donc, c'est comme ça, vous voyez, dans le schéma, j'avais fait un schéma comme ça la dernière fois. Je vais mettre des lettres, c'est peut-être plus clair. A, B, C, D. Quand je dis moi, ça peut être moi personne ou moi service. Hein. OK. Voilà, donc là, on est dans un système. Imaginons que les interfaces, c'est à peu près cette tête-là. Donc A est très au cœur du système, a beaucoup de relations. D a juste des relations avec A dans le travail. Hein. Voilà, et puis E a deux relations. Voilà, par exemple, imaginons que c'est cette tête-là. Et bien, dans l'exemple que je vous ai donné là, donc clarifier les contrats d'interface, A, il va travailler sur ça, ça et ça.
Il va travailler évidemment en relation avec les parties prenantes. Quand on parle de développer un regard systémique, bah, c'est autre chose. C'est-à-dire ce qui va nous intéresser, c'est, je vais mettre toujours en jaune, c'est qui que je sois dans le système, je vais m'intéresser pour comprendre le système qu'on forme ensemble et la façon dont ce système a une cohérence et produit de la valeur. Et du coup, la place de chacun dans le système. Y compris, si je suis A, je vais quand même m'intéresser pour comprendre, mais finalement, F avec qui j'ai pas de relation, sa place dans le système, c'est quoi? Sa valeur ajoutée pour le système, c'est quoi? Ok. Donc, systémique, bah, voilà, ça fait référence au fait qu'une organisation, c'est un système avec des éléments qui interagissent entre eux. Et donc, développer un regard systémique, c'est juste essayer de comprendre ce système dans sa globalité en identifiant la place occupée par chaque élément et la valeur ajoutée de chaque élément pour le système, le rôle particulier de chaque élément pour le système. Donc ça permet à chacun de se situer dans ce tout qui a sa propre cohérence, sa trajectoire, son environnement, ses mécanismes, sa culture, donc il forme un tout qui est intéressant d'appréhender. Et, et, et pourquoi ça améliore la coopération? Bah, si j'appréhende ma propre valeur ajoutée dans une dynamique d'ensemble et que je perçois et que je perçois le système dans ces différents éléments, bah voilà, ça va me permettre de comprendre certaines interfaces qui ne se comprennent que dans la globalité, ou certains éléments du système qui ne se comprennent que dans cette perspective d'ensemble. Unitairement, c'est difficile de comprendre à quoi ça sert. Si on le regarde sous l'angle du système, on comprend à quoi ça sert. Ok. Et là, on rentre dans une partie moi que j'adore vraiment, parce que comprendre un système, ça se fait vraiment pas bien avec des matrices, avec du texte, avec des explications verbeuses. Vraiment, ça fonctionne pas bien. Donc, moi, j'ai réalisé il y a quelques années que pour développer un regard systémique, eh ben, il faut utiliser un outil qui permette de représenter le système, de le manipuler, de le rendre tangible. D'où les outils visuels qui sont particulièrement utiles. Par exemple, et c'est ça l'exemple que je vais vous montrer dans quelques instants, représenter à l'aide de cubes l'organisation telle qu'elle fonctionne et non pas telle qu'elle serait décrite dans un organigramme. Donc, représenter à l'aide de cubes, c'est pas pour s'amuser, c'est se doter d'un outil qui permet de rendre les choses tangibles, de les mettre sur la table, de les regarder ensemble sous différents angles. Okay, et du coup, d'appréhender la complexité, parce qu'en général, ce qui fait que ça marche pas très bien les matrices et les textes, c'est qu'en général, on a affaire à des systèmes complexes. Et donc, quelque part, c'est un peu paradoxal, mais l'outil visuel permet de simplifier quelque chose qui est complexe, de le rendre appréhendable, de le matérialiser tout simplement. Voilà, donc les cubes fonctionnent très bien. Et puis, il y a une autre approche dont je vais assez peu parler ce soir, qui s'appelle Lego Serious Play. Pourquoi j'en parle assez peu? Parce que c'est un outil que j'utilise aussi, mais plus souvent pour un travail de co-construction, et notamment quand on fait un travail de vision. Et puis, c'est un outil qui demanderait une séance en entier pour être expliqué. Donc, on n'en a pas l'espace ce soir. Et puis, surtout, de façon assez empirique, je me rends compte que les cubes, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup et qui fonctionne très bien pour faire notre sujet de représenter, de se doter d'un regard systémique pour améliorer la coopération. Je vous laisserai lire le petit chapitre sur Lego Serious Play en dehors de cette séquence. Voilà, ce qu'il faut juste retenir, c'est que en fait, on donne un langage, quoi. On donne un langage qui permet qui ne fait pas abstraction des mots, mais qui aide chacun à explorer ce qu'il a à dire et qui lui facilite la communication de ce qu'il a à dire, puisque c'est matérialisé dans un modèle. Voilà. Ça fonctionne. Il y a un lien très fort, je le dis parce que c'est important, entre Lego Serious Play. En fait, c'est en apprenant Lego Serious Play que j'ai amélioré ce que je faisais avec le dessin métaphorique et que j'ai en fait introduit l'usage aujourd'hui, enfin comment dire, que j'ai matérialisé tout le travail qu'on peut faire avec les dessins métaphoriques. Par exemple, dans les dessins métaphoriques, juste je fais un petit aparté là-dessus, c'est très important, en tout cas c'est plus efficace de travailler sur une surface effaçable, comme du Velleda. Pour ceux qui sont venus en formation au design de séminaire, c'est ça qu'on fait, et c'est vraiment pour une bonne raison. On travaille sur du Velleda, pas pour le plaisir d'avoir du Velleda, mais parce que ça autorise à se tromper.
Donc, si je me suis trompé, eh ben, je l'efface sur du Velleda. Si j'ai utilisé une feuille de paperboard, je ne peux pas effacer. Ben, c'est la même chose avec le travail avec les Lego. Quand on s'est trompé, eh ben, on change de brique, on retire une brique, on en met une autre. C'est ça l'intérêt de cet outil-là. Pareil pour les cubes. Donc, vous voyez, on est vraiment dans des outils qui permettent d'explorer, de faire, de défaire, de construire, de co-construire, de déconstruire en permanence. Alors, je reviens sur mon histoire de regard systémique. Et c'est un petit bonus, en fait, pour dire que pour une équipe de direction, on a quand même un enjeu qui n'est pas à proprement parler un enjeu de coopération, mais on a un enjeu fréquent exprimé par les patrons qui est aidez-moi à faire en sorte que les membres de mon CODIR dépassent la responsabilité de leur fonction, mais se comportent comme membres de CODIR. C'est-à-dire, je suis responsable du tout. Je ne suis pas juste représentant de ma partie. Quand je participe à une réunion de comité de direction, je ne suis pas juste là pour dire les problèmes que j'ai dans mon périmètre, faire état de l'avancée des projets de mon périmètre, mais je suis bien responsable de l'ensemble. Et en fait, je me rends compte que cette demande, elle est presque systématique. C'est très compliqué d'avoir des membres de CODIR, patron, directeur financier. Financier, c'est un peu direction transverse, donc c'est plus facile, mais directeur opérationnel, patron de BU, etc., qui arrivent à s'intéresser aux autres périmètres en se disant mais ça fait partie de mon job, quoi. Je suis membre du CODIR, donc ça fait partie de mon job, donc je dois porter les enjeux aussi de la totalité, quoi. Et donc quand on fait un travail comme ça qui consiste à développer le regard systémique, bah, de fait, ça déplace les gens, vous voyez. Ça met les membres de l'équipe en position plutôt d'appropriation du système. Et donc ça contribue à répondre à cette demande de se placer comme membre du CODIR et pas uniquement responsable de son périmètre. Voilà, c'est ce que j'écris ici, hein. La demande, elle dépasse le sujet de la coopération. Elle parle plutôt de l'identité managériale, la posture de dirigeant, qui sont des sujets que moi, j'aborde pas de façon très frontale. C'est pas ça mon positionnement. Voilà. Mais en tout cas, ça contribue. En amenant l'équipe de direction à mieux coopérer sur des sujets concrets, sur des sujets du système, on aide chacun à prendre complètement sa place de membre du CODIR au-delà même de son périmètre. Voilà. Et puis, ces petites conclusions, cercle vertueux de la coopération. En fait, si les membres de l'équipe de direction se comportent de façon plus solidaire et portent ensemble des enjeux communs, en fait, très naturellement, quand ils vont coordonner leurs équipes, manager leurs équipes, ils vont pousser les différents échelons de l'organisation à plus coopérer. Donc, c'est un cercle vertueux dans ce sens-là. C'est la coopération entraîne la coopération, quoi. Voilà. Alors, une petite illustration de ça. J'espère que c'est suffisamment clair. De toute façon, sinon, vous me poserez bien toutes les questions que vous voudrez. Alors, je vais naviguer entre plusieurs documents. J'ai des photos à vous montrer, en fait, photos qui sont dans un livrable, et j'ai un petit extrait de vidéo à vous montrer. Voilà, je n'ai pas la vidéo du séminaire, mais j'ai des photos où on voit les gens travailler. Alors, on est en janvier 2019. Le client, c'est VNF. Je suis autorisé à parler du travail qu'on a fait ensemble. Donc, VNF, c'est Voies navigables de France. C'est l'équipe de direction de VNF. Ils sont une vingtaine. Il y a des gens au siège et des gens qui sont des directeurs territoriaux. Et Thierry Guimbaud, qui est le directeur général de cette structure, en fait, et le petit noyau qui est autour de lui, parce qu'il pilote le travail qu'on fait ensemble avec un noyau, considère qu'il est grand temps d'éclaircir ce qu'il appelle le plan de jeu. Et ce sont ses mots. Et c'est quelqu'un qui a comme référence culturelle le rugby. Et donc, il dit, bah, vous voyez, tu vois, il dit, quand on est dans le vestiaire, on dit le plan de jeu, quoi. C'est-à-dire qui va être positionné où, comment est-ce qu'on va se passer le ballon, le rôle de chacun dans le truc. Voilà, notre plan de jeu n'est pas clair. On n'a pas tous une représentation commune de notre plan de jeu. Donc là, on est vraiment directement renvoyé à la coopération, regard systémique sur la coopération. Et donc, je vous décris le process. En fait, j'ai dégainé les cubes. Alors, c'était le deuxième jour. Je voudrais vous montrer ce moment. Je crois que c'est une photo qui est assez sympa. Où est-ce qu'il y a cette photo où on dégaine les cubes? Ah oui, non, elle est dans les autres visuels. Bon. Bref, il y avait une confiance qui était déjà installée. Ce n'était pas le premier séminaire qu'on faisait avec eux. Et puis, quand même, au moment où je sors mes cubes, je ne fais pas complètement le malin, hein. C'est-à-dire que
basse pression, je leur dis, voyez, j'espère que vous nous faites confiance parce que là, vous allez nous prendre pour des dingues, mais on va utiliser des cubes et vous allez voir, ça va être très sérieux. Donc ceux qui pensent qu'ils vont s'amuser se trompent, et ceux qui pensent que c'est gadget et que ça sert à rien se trompent également. Voilà, donc attendez-vous à quelque chose d'inattendu. Et donc j'aurais demandé de représenter, donc ils étaient une vingtaine, on a fait 4 groupes de 5. Quand je dis on, c'est parce qu'on était deux, j'étais avec Frédéric Aumonté, un de mes associés de la Boétie, et on leur a demandé de représenter le plan de jeu actuel, c'est-à-dire la façon dont le système coopère aujourd'hui, la place de chacun dans le système, en prenant des cubes pour le faire, et sachant que la consigne, c'était chaque élément que vous allez, chaque cube a du sens, c'est vous qui définissez le sens, le positionnement des éléments entre eux a du sens, et ne faites pas de fioritures. Ne surdétaillez pas, sinon vous allez vous perdre. Donc restez dans une perspective d'ensemble pour décrire le système tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Voilà. Et donc là, vous voyez qu'on a le travail d'un des groupes. OK. Donc eux, ils ont représenté ça comme ça. Et puis, accrochez-vous, un autre groupe a représenté ça comme ça. OK. Ça, c'est le troisième groupe et le quatrième groupe. Et donc à ce stade, on leur a juste demandé de décrire le système. Et puis, on a fait ce processus des ateliers dynamiques, c'est ce qui est décrit ici, que pour restituer, pour raconter votre modèle, on appelle ça un modèle, on a mis dans chaque groupe, on a mis un représentant. Donc, ceux qui ne connaissent pas la recette atelier dynamique, vous la trouverez sur le site design de séminaire. Donc, on a mis un membre de chaque groupe, vous voyez, un représentant de chaque modèle. Donc là, j'ai 4 modèles. Donc, j'ai fait un groupe où j'ai mis une personne du modèle 1, une personne du modèle 2, une personne du modèle 3, une personne du modèle 4 ensemble. Donc, on a fait 4 groupes comme ça, mixant des représentants de chaque modèle. Et puis, ces groupes, tout simplement, se sont baladés de table en table. On passait 5 minutes autour de chaque table à regarder. Et celui qui, parmi eux, avait contribué à élaborer le modèle, a raconté aux autres. Voilà. Donc, par exemple, là, lui, il raconte aux 3 autres membres qui sont ceux qui ont travaillé sur les 3 autres modèles. Vous voyez, on a présenté comme ça. Ici, c'est les directions territoriales, le siège, voilà. Les couleurs, c'est la signification, en l'occurrence. Vous voyez, moi, je suis capable de m'en souvenir encore 2 ans après. Hein. Les petits chapeaux rouges, là, la couleur rouge, ça matérialisait les relations avec l'extérieur, les relations institutionnelles avec l'extérieur. Voilà, là, il y a les relations avec l'extérieur, et puis là, au cabinet, il y a aussi les relations avec l'extérieur. Et puis, on les a mises comme ça, parce qu'elles ne sont pas tout à fait alignées, voilà, etc., etc. OK, donc tout a une signification, il raconte. Et puis, deuxième étape, parce que c'est ça le but du jeu, c'était de se mettre, d'essayer d'améliorer le plan de jeu. En fait, on les a fait discuter, les 4 qui avaient tous donc élaboré un modèle différent. Donc à la fin de leur rotation, vous voyez, ils ont une discussion entre eux, ils se disent, mais finalement, quand j'ai vu ces 4 modèles, quelles sont les problématiques récurrentes qu'on trouve? Quels sont les sujets, les difficultés, hein, parce qu'ils devaient s'attacher à mettre en évidence aussi les difficultés de fonctionnement, de coopération qu'il y avait dans le système. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre et qu'on voit, certes matérialisées de différentes façons, mais qu'on voit, OK, sur les différents modèles. Et puis, ils devaient ensuite, du coup, retourner à leur table de modèle et faire des modifications de façon à ce que leur modèle corrige ces problèmes de fonctionnement. Donc, sans devenir idéaliste, vous voyez, mais qu'on passe d'une représentation du système avec ses problèmes à, tiens, on pourrait résoudre telle ou telle difficulté, et voilà à quoi ressemblerait le système si on résolvait telle ou telle difficulté. Voilà, j'essaie de ne pas me noyer dans le détail parce que ce serait facile de me noyer dans le détail là. Voilà. Et donc le process était un tout petit peu complexe. Et puis, à un moment donné, on a rassemblé les 4 modèles. Donc, vous voyez comme on peut jouer dans l'espace. Donc, vous avez sur la table, là, les 4 modèles différents. OK. Chaque groupe ayant modifié son modèle pour essayer de corriger des dysfonctionnements du système, des problèmes de coopération. Et puis là, à ce moment-là, alors je vous raconte vraiment l'anecdote, c'est marrant. Donc, moi, je pensais qu'on s'arrêterait là. Je pensais vraiment qu'on s'arrêterait là et puis qu'on aurait une discussion pour relever les trucs. Et puis, mais en fait, il s'est passé un truc assez inattendu. Il y avait une énergie dans le groupe de dingue. Ils étaient vraiment en appropriation de leur modèle, vous voyez. Ils étaient vraiment dedans parce qu'ils se voyaient, parce que. Et donc, je discute un peu avec le patron. Je dis, bah voilà, je ne pensais pas qu'on pourrait, mais peut-être qu'on pourrait essayer d'avoir un modèle unique, c'est-à-dire de construire
un modèle unique qui serait le modèle cible et qui serait le plan de jeu, votre plan de jeu, en partant de la diversité de ces 4 modèles. Et là, on a fait un petit exercice, on les a barométrés, on leur a dit comment est-ce que vous vous sentez, chacun d'entre vous, dans la capacité, là maintenant, dans l'heure qui suit, à construire un système de jeu commun. C'est-à-dire à passer de 4 représentations à une seule représentation. Alors, ceux qui connaissent le code couleur qu'on utilise dans le baromètre, rouge, c'est je ne me sens pas du tout, je pense que c'est impossible. Orange, ça va être difficile, quand même, c'est compliqué, je ne pense pas qu'on puisse y arriver. Jaune, ça devrait le faire. Et vert, je suis hyper confiant, il faut qu'on y aille, quoi. OK. Et là, on voit, vous voyez, on a un indicateur de l'énergie du groupe qui nous dit, en fait, il faut y aller, quoi. Il y en a 4, alors on les a fait parler, on les a dit, mais attendez, dites-nous les endroits, ce qui fait que dans l'heure qui suit, ils disent, il y a beaucoup quand même, c'est compliqué, machin, on a des visions différentes, mais bon. Et puis, mais ce qui prévalait vraiment, c'était une énergie très, très forte pour y aller. Et donc, on y a été. Et donc, en fait, on les a mis aux manettes. Voilà, et là, vous allez voir aux manettes. Hop, donc, alors là, on est à la fin, mais je voudrais qu'on les voit au moment où ils sont aux manettes. Alors, on les a mis en fait devant une table. Ouais. Et moi, je me suis mis en retrait. Frédéric aussi, on leur a dit, allez-y, vous avez une demi-heure. Vous avez une demi-heure pour construire à partir de vos 4 modèles. Donc, ils ont pris un modèle et puis ils l'ont manipulé, ils ont discuté entre eux. Nous, on veillait à ce que tout le monde soit bien impliqué, mais pas plus. Et surtout, on veillait à ne pas être dedans. C'était leur affaire. Voilà. Et au final, ils ont construit ce plan de jeu qu'on voit ici. OK. Et le DG que vous voyez ici, donc Thierry, on lui a demandé d'intervenir le moins possible. Et à la fin, de corriger des choses si jamais il y avait quelque chose qui lui semblait incohérent. Donc il a fait un tout petit déplacement du COMEX. Ça, c'est le COMEX. Je vais vous montrer la vidéo dans un instant. Il l'a resitué ici. Donc vous voyez le plan de jeu. Hop, j'essaie de vous le mettre. Vous voyez, tac. C'est pas très facile sans vidéo. Donc ça, c'est leur plan de jeu à la fin du travail. Le COMEX, avec tout a une signification. Tout a une signification. Les directions territoriales, avec un certain code. Donc, elles n'ont pas toutes complètement la même. Non, ça, c'est direction du siège. Ici, direction territoriale. Donc, bref, tout a une signification. Et ils sont alignés, en fait, sur une représentation du système tel qu'ils souhaitent réussir à le faire fonctionner. Et qui est devenu une référence pour eux. Et je vais vous montrer une toute petite vidéo parce qu'un mois plus tard, ils ont pris, on avait un séminaire d'une demi-journée. Je ne sais pas ce que vous voyez là. Vous voyez le plan de jeu là, Sabine? Ouais, c'est bon. OK, il faut que je partage le son. Donc, il y avait un séminaire avec leurs adjoints. Et en fait, ils ont raconté ça. Et donc, il y en a 2 d'entre eux qui sont venus avec les cubes. OK, donc moi, j'aurais laissé les cubes. Et qui sont venus raconter. Donc, ils s'étaient préparés. Donc, autour de la table, là, on ne voit pas bien, mais en tout, il y a une trentaine de personnes. OK. Et puis, la séquence est filmée pour qu'on puisse la réutiliser. Thématique, on va le voir, puisqu'on lui confie. Ensuite, par la suite, vous verrez une mission. Ils mettent de la musique, c'est eux qui ont choisi de faire ça. Donc, même là, ils sont au même niveau, mais alors on a quand même 2 couleurs un peu différentes. Pour le directeur général délégué, quand même une dominante violette qui va représenter les ressources, parce que les ressources sont un peu le fondement de la transformation de l'établissement. Or, le directeur général délégué, dans ses missions principales, il a la conduite de la transformation et la conduite du changement pour tout l'établissement, donc il s'appuie quand même avant tout sur les ressources au quotidien. Et le directeur général adjoint, lui, il a plus une mission qui est orientée de relations institutionnelles et extérieures. Alors ça, c'est vraiment, dans notre schéma, ce qui constitue la base du déploiement futur. Parce que c'est l'attelage, si vous voulez. Et là, il y a un cocher qui fouette. Qui fouette ses chevaux. Non, qui fouette quoi? Qui dirige avec habileté, souplesse et délicatesse, n'est-ce pas? Voilà, son attelage. Je ne vais pas vous le montrer en entier. On va s'appuyer sur 2 niveaux différents de directeurs qui vont se déployer sur on va dire la première courroie de transmission des préconisations qui sont édictées par le COMEX et portées d'abord par la direction générale. C'est dans hop, allez, passer l'étape qui est la direction de l'ingénierie de la maîtrise d'ouvrage, dont la nature des relations avec le niveau qui va venir ensuite est assez différente. Pour toutes les premières directions, que ce soit donc DI2E, Dev, Com et les directions support, on a essayé de caractériser 3 liens
Ok, je Trois vais arrêter là parce types de que ça fait relations. rentrer dans le contenu, mais vous voyez, en fait, tout a une signification. Et en fait, ça produit un alignement, en tout cas, dans ce cas-là, ça produit un alignement extrêmement fort, en fait, et extrêmement visuel. Voilà. Et puis, pour la petite histoire, ils ont révisé dans un séminaire qu'on a fait à distance il y a 2 mois. Donc 2 ans plus tard, ils ont fait une actualisation du plan de jeu. Et, donc c'est devenu une référence, ils ont fait un poster, etc. Et cette actualisation du plan de jeu, comme vous l'avez bien noté, il y a 2 mois, on n'avait pas le droit de beaucoup bouger. On l'a fait, on a fait, on a distribué des barils de cubes, on a fait envoyer des barils de cubes à 4 participants qui manipulaient comme ça, vous voyez, ils avaient le baril, je vous jure c'est vrai, hein, le baril de cubes comme ça, donc c'était en sous-groupe. On a refait le même process et ils manipulaient les cubes en suivant les instructions que donnaient les autres pour mettre à jour le plan de jeu. Voilà, donc je vais m'arrêter là sur la partie coopération. Je crois que ce qu'il faut retenir vraiment, c'est l'importance de quelque chose de visuel, de prendre du recul, vous voyez, juste ne serait-ce que matériellement, quand on regarde comme ça des cubes, des Lego, des ce que vous voulez, en fait, on procède de la prise de hauteur des participants sur leur système. Et donc, je vais maintenant arrêter l'enregistrement et la partie sur la coopération.